report au Soudan de l'audience du procès de l'ex-président Omar el-Béchir. L'ancien président et ses 27 co-accusés devront attendre une troisième audience en raison d'une requête de la défense. Les écoliers étudiants ont repris en partie le chemin de l'école ce lundi en République démocratique du Congo. La reprise intervient après la fin de l'état d'urgence décrété par le président Félix Tshisekedi. Un troisième ministre a démissionné lundi au Liban, un acte qui vient fragiliser encore plus une classe politique rendue responsable de l'explosion meurtrière du port de Beyrouth. La colère de la population dans la rue ne faiblit pas. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Nouveau report au Soudan de l'audience du procès de l'ex-président Omar el-Béchir. L'ancien président et ses 27 co-accusés devront attendre une troisième audience, et ceci en raison d'une requête de la défense. Reportage. La deuxième audience du procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, destitué en 2019, après des mois de révolte populaire et de 27 autres accusés, a été reportée en raison d'une requête de la défense, a indiqué ce lundi un avocat à l'origine de la procédure. La première audience n'avait duré qu'une heure car la salle n'avait pu accueillir les 191 avocats de la défense. La cour spéciale formée de 3 juges avait fixé à mardi la prochaine audience. Les 28 accusés doivent répondre du coup d'État qui a porté Omar el-Béchir au pouvoir en 1989, un procès inédit dans le monde arabe. Les avocats de la défense ont effectué une requête devant la cour d'appel pour libérer sous caution 3 accusés après le refus du tribunal d'accéder à leur demande lors de la première audience du procès le 21 juillet, a indiqué à l'agence France Presse Moaz Alra, un des avocats à l'origine de la procédure contre le dictateur déchu. La cour d'appel doit statuer et ensuite une nouvelle date pour le procès sera fixée, a-t-il précisé. Les accusés concernés sont 3 dirigeants du parti du Congrès populaire de l'islamiste Hassan al-Taroubi, mort en 2016. Ce parti a été fondé en 1999 à la suite de divergences entre Tourabi et Omar el-Béchir. Les exactions se multiplient dans le nord-ouest du Cameroun. Un humanitaire a été tué dans cette région en proie à un conflit indépendantiste. C'est ce qu'a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Cameroun. Le 7 août, un membre du personnel d'une ONG locale présente dans le nord-ouest, partenaire de plusieurs agences des Nations Unies, a été enlevé à son domicile puis tué par des individus armés non identifiés, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué, précisant que les faits s'étaient déroulés dans la localité de Batibou. Depuis 2017, des séparatistes anglophones combattent l'armée dans les 2 régions anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest, dans un conflit qui a fait au moins 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile selon des ONG. Ce meurtre est le dernier d'une série d'attaques, d'extorsions violentes et de harcèlement contre des humanitaires présents dans les régions anglophones, a ajouté OCHA. Il s'agit du 2e meurtre d'un humanitaire en un mois au Cameroun anglophone. Le 10 juillet, un agent de santé communautaire soutenu par Médecins sans frontières avait été assassiné dans le sud-ouest. L'ONU a lancé un appel à tous les acteurs armés pour qu'ils s'abstiennent de toute attaque ou obstruction à l'encontre des travailleurs humanitaires et des organismes humanitaires dont dépendent tant de vies. Dans les régions anglophones du Cameroun, les séparatistes comme les soldats sont régulièrement accusés par des ONG des actions contre les civils. En Algérie, Khaled Draredi écope de 3 années d'emprisonnement. Le journaliste correspondant de l'ONG Reporters sans frontières était en détention depuis mars dernier. Il est poursuivi pour incitation à un attroupement non armé.
Le 3 août dernier, le procureur avait requis 4 années de prison ferme contre le directeur du site de l'information en ligne, Kazab Tribune, qui est aussi correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5 et pour l'ONG Reporters sans frontières. Ce lundi, le tribunal l'a condamné à 3 années d'emprisonnement ferme. C'est un verdict très lourd pour Khaled Drareni. 3 ans ferme, on est surpris. Le dossier est vide, a déclaré Maître Noureddine Benissad, un avocat de son collectif de défense qui a l'intention de faire appel. Incarcéré depuis le 29 mars au centre pénitentiaire de Koléa, près d'Alger, la capitale, Khaled Drareni était accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, ces 2 co-accusés ont quant à eux écopé chacun de 2 ans de prison, dont 4 mois fermes. Ayant déjà purgé la durée de leur peine en détention, ils ne retourneront plus en prison. Lors de son procès par visioconférence, au cours duquel il est apparu amaigri, Khaled Drareni, âgé de 40 ans, avait rejeté les accusations portées contre lui. Au cours de l'audience, il lui a été reproché d'avoir critiqué sur Facebook le système politique et d'avoir publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève généralisée selon Reporters sans frontières. Les écoliers étudiants ont repris en partie le chemin de l'école ce lundi en République démocratique du Congo. La reprise des cours intervient après la fin de l'état d'urgence décrété par le président Félix Tshisekedi. Reportage. La rentrée ne concerne ce lundi que les élèves des dernières années de primaire et de secondaire, ainsi que ceux en 5e année à l'université. Le virus n'a pas disparu, a souligné le président Félix Tshisekedi dans une salle de classe de la télé de la Gombe, un grand établissement public dans le nord de Kinshasa, exhortant les élèves au respect des gestes barrières. Mais les rues de la capitale, comme celles de Kisangani et des autres grandes villes du pays, n'étaient pas envahies d'écoliers en uniforme comme à l'ordinaire. Dans un collège catholique, des dispositifs de lavage des mains étaient installés devant chaque salle. Le port du masque était obligatoire dans les classes pour les enseignants et les élèves. Des vendeurs ambulants de masques se sont d'ailleurs installés à proximité de nombreux établissements scolaires. Les écoles et les universités ont été fermées le 24 mars en République démocratique du Congo sur décision du président Tshisekedi dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété face à l'épidémie de Covid-19. La fin de l'état d'urgence a été annoncée le 21 juillet et la reprise partielle des cours programmée pour ce lundi 10 août. Depuis le début de l'épidémie en mars, 9 489 cas ont été enregistrés, dont 224 décès d'après les chiffres officiels publiés ce lundi. Un 3e ministre a démissionné lundi au Liban, un acte qui vient fragiliser davantage une classe politique rendue responsable de l'explosion meurtrière du port de Beyrouth. La colère de la population dans la rue ne faiblit pas. Près d'une semaine après cette déflagration qui a fait au moins 158 morts, 6 000 blessés et détruit une partie de la capitale du Liban, Beyrouth, les autorités accusées de corruption, de négligence et d'incompétence par la rue n'ont toujours pas répondu à la principale question. Pourquoi une énorme quantité de nitrate d'ammonium était entreposée au port, au beau milieu de la ville ? Le président Michel Aoun, de plus en plus contesté, a rejeté une enquête internationale. Et les autorités n'ont pas communiqué sur le déroulement de l'enquête locale. Face à l'ampleur du drame et la colère d'une population éreintée, la ministre de la Justice a présenté sa démission. 3e membre du gouvernement a claqué la porte après la ministre de l'Information et le ministre de l'Environnement. Mais pour les manifestants, la démission des ministres n'est pas suffisante. Ils doivent rendre des comptes. Selon la Constitution, le gouvernement tombe si plus d'un tiers de ses membres démissionnent. Les médias locaux affirment que d'autres ministres du gouvernement de 20 membres pourraient suivre. Lors des manifestations samedi et dimanche, réprimées par les forces de sécurité, les protestataires ont appelé à la vengeance contre la classe politique totalement discréditée. Les élections anticipées ne sont pas une des principales revendications de la rue, car le Parlement est contrôlé par les forces traditionnelles qui ont élaboré une loi électorale minutieusement calibrée pour servir leurs intérêts.
Un Manya Ankangé appelé Djibi a été arrêté lundi. Son groupe de presse a été perquisitionné au nom de la loi controversée sur la sécurité. C'est une nouvelle étape de la reprise en main musclée de l'ex-colonie britannique par Pékin. Le richissime septuagénaire fait partie des 9 personnes interpellées lundi pour des soupçons de collision avec des forces étrangères. Il s'agit d'une des infractions visées par la loi sur la sécurité nationale imposée fin juin par Pékin et de fraude. Parmi les personnes arrêtées, 2 des fils de Lai. Considéré comme une réponse de Pékin au mois de manifestations pro-démocratie qui avait ébranlé l'ex-colonie britannique en 2019, la loi donne aux autorités de nouveaux pouvoirs pour réprimer 4 types de crimes contre la sécurité de l'État. Nombre de militants pro-démocratie dénoncent un texte liberticide qui viendrait en finir avec le principe « un pays, deux systèmes » ayant présidé à la rétrocession en 1997 et garantissant théoriquement jusqu'en 2047 aux Hongkongais des libertés inconnues dans le reste de la Chine. Les policiers ont ordonné aux journalistes de se lever et de s'aligner pour des vérifications d'identité alors que d'autres fouillaient la salle de rédaction. Le club des correspondants étrangers à Hong Kong a estimé que cette descente de la police marque une nouvelle phase sombre qui bouleverse les assurances données par Pékin et l'exécutif local, selon lesquelles cette loi ne mettrait pas fin à la liberté de la presse. Pour beaucoup de Hongkongais engagés dans la mouvance pro-démocratie, Lai est un héros, un patron de tabloïd qui a bâti sa fortune seul et l'unique Maya hongkongais qui tienne tête au pouvoir central. L'action de Nest Digital, dont est propriétaire Jimmy Lai, a clôturé en hausse de plus de 180% à la bourse de Hong Kong, son niveau le plus haut depuis juin 2019, alors que ses partisans lançaient en ligne des appels à soutenir le titre. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes. If they want to get you, they'll get you.